Nous allons tout de suite entendre le premier d'entre eux. C'est quelqu'un qui se consacre beaucoup à cette question de la nature de la conscience. Il a écrit plusieurs livres là-dessus, il a même dirigé une thèse médicale qui supposait l'existence d'une conscience extraneuronale. C'est un grand enjeu aujourd'hui, bien sûr, de savoir quelle est la nature de la conscience. Et à partir de cette réflexion sur la conscience et sur les expériences d'approche de la mort, il s'est aussi lancé dans des ateliers pour essayer de voir quelles étaient justement les réactions des personnes dans certaines situations. Il va nous expliquer cela. Donc, je vous demande d'applaudir le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Merci mes amis, merci d'être là. Merci aussi Guy Trédaniel. Guy Trédaniel, mon éditeur, c'est le 10e livre que je publie, Devenir hyperconscient. Merci John Stone d'avoir organisé cette formidable journée qui fera date, je suis sûr, dans l'histoire de la conscience intuitive extraneuronale, un sujet qui me tient à cœur. Et puis aussi, merci à tous ceux qui ont participé à cet événement. Merci aussi à mes compagnons de route, j'allais les oublier. Marc Leval, Étienne Dupont, on parcourt les villes de France pour faire ces ateliers, les pays francophones, la Belgique, la Suisse et le Canada, des ateliers qui ont un succès incroyable, qui nous dépassent même, puisqu'il suffit que nous mettons en ligne les places à minuit et à 8 heures, il n'y a plus rien. La dernière fois, c'était le 1er septembre. On a eu cette surprise. À minuit, on a mis en place la billetterie, 720 places, et le matin à 8 heures, il n'y avait plus rien. Donc ça veut dire que ces ateliers, quand même, apportent beaucoup aux gens, et c'est à mieux. Alors, je vais vous parler de cette conscience intuitive extraneuronale, et je vais surtout vous parler de l'hyperconscience. Comment devenir hyperconscient? Eh bien, nous avons tous en nous cette faculté de devenir hyperconscient, à notre insu. Elle se révèle dans certaines circonstances, et notamment dans les expériences de mort provisoire. Dans les expériences de mort provisoire, les gens deviennent hyperconscients. Ils sont capables d'avoir des perceptions médiumniques, capables d'avoir des réminiscences de vie antérieure, capables de télépathie, capable même de guérison, on le verra avec Eben Alexander dans un moment, en ayant fait cette expérience incroyable, une expérience qui nous relie finalement à toutes nos perceptions extrasensorielles, et c'est celle que nous allons voir, mais heureusement, ça n'arrive pas au moment de l'arrêt cardiaque, il y a aussi d'autres situations qui permettent d'avoir ces états d'hyperconscience. Alors, pour la pensée matérialiste, le cerveau sécrète de la conscience, et il serait donc logique de penser que pour être conscient, eh bien, on n'utiliserait qu'une certaine partie de notre cerveau, un certain pourcentage, et que pour être hyperconscient, eh bien, il faudrait un recrutement neuronal beaucoup plus important, et on devrait utiliser davantage de cerveau pour devenir hyperconscient. C'est logique. C'est comme si on dit qu'une voiture doit aller plus vite, et si c'est le moteur qui fait bien rouler la voiture, eh bien, pour que la voiture aille plus vite, il faut que le moteur dégage davantage d'énergie. Et lorsque on s'aperçoit que finalement la voiture va plus vite lorsque le moteur est éteint ou au ralenti, eh bien là, patatrac, ce n'est plus le moteur qui fait marcher la voiture. Et c'est un petit peu ce qui se passe lors de ces expériences d'arrêt cardiaque, puisqu'on sait maintenant, et ce n'est pas depuis hier, c'est plutôt depuis avant-hier, depuis mars 2001, les travaux de De Vries et Becker ont montré que dans les 15 secondes qui suivaient l'arrêt cardiaque, on avait un électroencéphalogramme plat. Avec un électroencéphalogramme plat, il est impossible de voir, d'entendre, de comprendre, de mémoriser tout ce qui se passe autour de vous, et pourtant, c'est ce qui se passe lors de ces arrêts cardiaques. 15 secondes. Vous vous rendez compte un petit peu, c'est extrêmement court, 15 secondes. Dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques, c'est-à-dire dans les unités de soins intensifs, de réanimation,
Eh bien déjà, ces 15 secondes sont dépassées, le temps que l'infirmière entende l'alarme sonner, qu'elle se précipite au chevet du patient pour prodiguer les premiers soins, massage cardiaque, injection d'adrénaline, fasse repartir le cœur. Les 15 secondes sont passées depuis longtemps, évidemment. Et que dire des arrêts cardiaques qui sont récupérés sur la voie publique ou à domicile? Là, ce ne sont plus des secondes, ce sont des minutes. Donc on peut dire aujourd'hui, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça se produit, que l'on peut revenir d'une mort clinique. C'est une notion qui a du mal à passer. Vous voyez, mars 2001, quand même, ça fait plus de 18 ans maintenant qu'on sait ça, et pourtant l'information a du mal à passer, et vous trouverez encore des médecins qui vous diront « personne n'est revenu de la mort pour nous raconter ce qui s'est passé ». Ben oui, grâce au progrès de la réanimation, on peut revenir de la mort, et d'ailleurs, il y a un terme nouveau qui est utilisé par les anesthésistes réanimateurs, le terme de ressuscitation. Pas le terme de résurrection, mais le terme de ressuscitation, définition, retour à la vie après des manœuvres de réanimation. Si on dit retour à la vie, ça veut bien dire implicitement qu'on conçoit qu'on l'ait perdu à un moment donné. Alors qu'est-ce qu'on fait devant ce constat? Devant toutes ces personnes qui, au cours des arrêts cardiaques, sont devenues hyper conscients. Comment expliquer les choses? Faut-il balayer d'un revers de main tous ces témoignages? Il y en a des millions, il y aurait 60 millions de témoignages potentiels. Il y aura de plus en plus de gens réanimés, de plus en plus de gens qui vont raconter ces expériences. Il faut bien changer de paradigme et concevoir que ce n'est pas le cerveau dans ces situations qui donne les informations. C'est ce que j'ai proposé dans cette thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée, la thèse de François Lallier, qui a été présentée à la faculté de Reims le 14 décembre 2015. Et François Lallier a étudié pendant 3 ans 118 cas d'arrêt cardiaque. Il en a retrouvé 18 qui avaient fait cette expérience. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans cette thèse, dans la discussion de cette thèse, qui a reçu une mention très honorable et félicitations du jury, on a pu proposer cette CAC et cette CIE, la conscience analytique cérébrale et la conscience intuitive extraneuronale, celle qui est totalement dissociée de la matière. Et à ma connaissance, c'était la première fois que dans une thèse de doctorat en médecine, on faisait cette proposition d'une conscience délocalisée, une conscience extraneuronale. Alors, la conscience analytique cérébrale, selon ma proposition, c'est finalement la conscience telle qu'on la conçoit dans le monde matérialiste. Ce sont des réseaux de neurones, des circulations biochimiques et électriques entre les neurones qui nous donnent des informations sensorielles, reliées à nos 5 sens, l'audition, la vue, l'olfaction, le goût et le toucher. Ces informations vont être triées par la CAC pour nous donner la perception d'être nous-mêmes en nous repérant dans le temps et dans l'espace. Mais le problème, c'est que cette CAC va trier les informations. Elle va censurer certaines, elle va accepter d'autres en fonction de nos apprentissages. C'est le principe de l'illusion d'optique. Lorsque vous avez une figure incohérente, eh bien votre CAC va modifier des lignes par d'autres pour rendre l'image cohérente, mais au total, l'image que vous allez voir n'existe pas. Elle est simplement conforme à ce que vous pensez être le réel. Ce qui veut dire qu'il y a tout un tas de choses qui sont scotomisées dans notre vie ordinaire, et notamment les informations extrasensorielles. 12 à 18% des adultes racontent ces expériences lors des arrêts cardiaques. En réalité, il y en a probablement 100%, mais évidemment, tout est censuré par la CAC parce que c'est tellement dissonant au niveau de la cognition que tout est censuré parce que ce n'est pas conforme à nos apprentissages. Lors de l'arrêt cardiaque, il y a aussi des enfants qui vivent ces expériences. Ces expériences chez les enfants ne sont pas censurées par la CAC parce qu'elles ne sont pas encore dissonantes. Les apprentissages de nos sociétés matérialistes réductionnistes évacuent toutes ces informations. Les contacts médiumniques, la sortie de corps, la vision à distance. Tout ça est éliminé par l'éducation au fur et à mesure que l'on avance en âge. Et c'est pour ça que nous avons ce chiffre. D'après l'étude de Melvin Morse, qui s'est intéressé aux expériences chez les enfants, 65% des enfants vivraient ces expériences et les raconteraient. À leur manière, avec leurs mots bien sûr, mais ils les racontent. Donc
les enfants ont cette facilité d'être connectés à la conscience intuitive extraneuronale parce que la CAC ne va pas censurer les informations. D'ailleurs, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, les enfants ont des réminiscences de vie antérieure, ont des perceptions médiumniques, jouent avec des amis invisibles, et puis après tout ça évidemment est évacué par la pensée matérialiste réductionniste qui envahit notre éducation occidentale. Ça commence en famille, puis ensuite à l'école, et puis ensuite au lycée, et puis à l'université. Si vous faites médecine, alors là je vous explique pas, parce qu'en médecine on nous apprend à longueur d'année que nous sommes des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques. Donc tout ça évidemment est évacué parce que ce n'est pas conforme à nos apprentissages. Vous voyez cette CAC qui s'allume et cette CIE qui s'éteint. Chaque fois que la CAC va s'allumer, la CIE va s'éteindre. Et la CIE, c'est quoi? C'est celle qui nous rend hyper conscients. C'est celle qui s'allume lorsque le cerveau ralentit son activité et même s'annule, comme dans l'expérience de mort provisoire. Ce sont des vécus subjectifs. Vous savez, tout est au conditionnel. Moi, je dis, ce sont des vécus subjectifs. Mais enfin, ce sont des vécus subjectifs qui font du bien aux gens. Lorsqu'ils traversent ces expériences, ces personnes sont sûres de ne pas avoir rêvé. Ils sont sûrs d'avoir vécu quelque chose de réel. Ils sont sûrs d'avoir contacté des défunts. Ce sont leurs vécus subjectifs, je le répète. Les défunts apparaissent généralement en bonne forme, plus jeunes, sans handicap, sans maladie, et tout ça évidemment est très réconfortant. Ils voient aussi, quelquefois, leur futur, des visions précognitives, vérifiables après. C'est ce qui est étonnant pour un rationaliste. Des visions du passé, rétrocognition. Ils voient défiler toute leur vie en accéléré comme s'ils ressentaient tout le bien et le mal qu'ils avaient fait aux autres, dans les moindres détails. Quelquefois des réminiscences de vie antérieure. Et puis ils sont connectés aussi à ce que moi j'appelle la conscience universelle, parce que ce sont les mêmes enseignements que l'on retrouve à la fois dans l'expérience de mort provisoire et aussi dans l'expérience de transcommunication hypnotique dans les ateliers que je propose. Les gens reçoivent des messages. Ce sont les mêmes, c'est ça qui est très troublant, ce sont les mêmes. De l'autre côté, on nous dit, ce qui compte le plus dans notre mission terrestre, c'est de donner de l'amour aux autres. C'est l'amour inconditionnel, ce serait ça notre véritable mission terrestre. Vous voyez, on est loin des objectifs matérialistes de nos sociétés occidentales, où on nous dit que pour être heureux dans la vie, il faut avoir beaucoup d'argent et dominer les autres, en gros. Donc, avec ce plan de vie, on envoie nos enfants droit dans le mur, effectivement, parce que c'est pas du tout ce qui est attendu quand on passe de l'autre côté. Et puis des messages d'alerte par rapport à la planète, des messages par rapport à l'écologie, attention à l'eau, attention aux animaux, des messages par rapport aux végétaux aussi, et par rapport, je l'ai dit, aux animaux, oui, on se comporterait trop mal avec nos animaux. Il y a aussi un autre message, mais celui-là, il est inaudible quand on est dans notre vibration terrestre. Ils nous disent, que ce soit lors des arrêts cardiaques ou lors des séances d'hypnose, rien n'est grave et tout est juste. Vous voyez à quel point ça peut être même choquant quand on est dans la douleur, où on pense juste l'inverse. On serait ici pour faire des expériences, et plus ces expériences seraient difficiles, douloureuses et compliquées, et plus nous progresserions au point de vue spirituel. Et puis, il y a aussi, donc, des expériences télépathiques. Les gens qui sont en arrêt cardiaque devinent les pensées des réanimateurs, devinent les pensées du chirurgien qui les opère ou devinent les pensées d'une personne qui se fait du souci dans une salle d'attente. Il y a aussi des visions précognitives, mais il y a aussi des visions à distance, ce qu'on appelle le remote viewing. Il semblerait qu'il suffise de penser à une personne quand on est en arrêt cardiaque pour hop, immédiatement se trouver à ses côtés, quel que soit l'éloignement géographique. Et lorsqu'on vérifie leur perception, on s'aperçoit que ces perceptions sont exactes. Alors là, il faut bien trouver une explication. Vous voyez que l'explication du cerveau sécréteur de conscience ne fonctionne plus dans ce cas de figure. Ça rejoint un petit peu la conception de non-localité, de la physique quantique, de l'intrication. Vous savez, c'est deux photons qui circulent, deux photons jumeaux, on modifie la trajectoire de l'un, hop, la trajectoire de l'autre est modifiée instantanément.
Et comme ce sont des photons, l'information ne peut pas aller plus vite que 300 000 km par seconde, donc ça veut dire que l'information ne circule pas. Ça veut dire qu'elle est partout. Elle serait partout, en fait. Cette information, et notre conscience intuitive extraneuronale pourrait la capter. Il y a aussi dans ces vécus subjectifs de ces personnes en arrêt cardiaque ou sous hypnose, des contacts avec d'autres mondes, des mondes extraterrestres. Ça, c'est assez surprenant aussi. Ces récits qui sont donnés là-dessus. Il y a aussi les guérisons, et ça c'est le sujet de ce colloque un petit peu, la conscience et la guérison. C'est pour ça qu'on va peut-être un petit peu plus insister là-dessus. Le docteur Eben Alexander est un de ces exemples les plus frappants. D'ailleurs, Raymond Moody, qui est le père des NDE, a dit que l'expérience d'Eben Alexander était celle qu'il avait le plus troublée, c'était la plus probante dans tout ce qu'il avait eu à étudier sur ce sujet, c'est dire quand même l'importance de son témoignage. Eben Alexander, victime d'une méningoencéphalite à Escherichia coli, 2% de survie seulement avec des séquelles, il s'en sort sans séquelles et complètement guéri. Il vous expliquera ça tout à fait mieux que moi dans quelques minutes. Il y a aussi ce cas d'Anita Morjani. Anita Morjani, qui souffre d'un Hodgkin grade 3, elle a des gros ganglions au niveau du médiastin, de la grosseur d'un citron. Elle fait cette incursion dans l'au-delà, ou cette expérience de mort imminente, et elle revient totalement guérie. Alors, est-il nécessaire de faire un arrêt cardiaque pour en arriver à ces états d'hyperconscience? Heureusement que non. Dès que la CAC marche, la CIE s'éteint. Il y a un tas de niveaux de conscience qui ralentissent la CAC. On pense en particulier au moment de la prière. Mario Beauregard a montré que des carmélites en prière ralentissaient leur électroencéphalogramme, avaient des vibrations qui étaient très très faibles, parfois 4 Hz à peine, alors que là, vous m'écoutez tous, on est à peu près à 21 Hz. Donc c'est quand même signifiant, ça veut dire qu'en état de prière, on est capable de nous relier à cette conscience intuitive extraneuronale en abaissant l'activité cérébrale. Puisque c'est ce colloque sur la guérison, je vais vous parler de mon expérience personnelle. À Lourdes, j'ai eu une expérience personnelle. À l'âge de 9 ans, j'avais une fracture de l'épaule très grave. La tête de mon humérus était comme un hérisson. Il y avait donc des bouts d'os un petit peu partout et mon épaule était restée bloquée à 10 degrés dans tous les mouvements rotatoires, etc., abduction, etc. Donc le chirurgien avait dit à mes parents, cette épaule restera bloquée, il faudra attendre qu'il soit adulte pour lui mettre une prothèse. Et je ne sais pas pourquoi, à l'âge de 9 ans, pourtant je ne suis pas dans une ambiance hyper catholique, mais j'ai voulu aller à Lourdes. Lourdes, c'est un lieu de pèlerinage où est apparu Marie il y a un petit peu plus de 150 ans. Et il y a des guérisons inexpliquées. Patrick Tellier vous en parlera cet après-midi mieux que moi, puisqu'il a dirigé donc toute cette authentification qui se fait autour de ces guérisons inexpliquées en tant que médecin. Et nous sommes partis à Lourdes avec mes parents, ils ont accepté ma demande. Ma grand-mère, qui était catho, pas intégriste, mais presque, très catholique, je le suis, mon petit-fils veut aller à Lourdes. Et nous voilà arrivés à Lourdes. Et là, je ressens quelque chose d'assez fort parce que je vois tous ces gens qui étaient dans des états, dans le meilleur des cas, ils étaient sur des fauteuils roulants, mais quelquefois sur des lits médicalisés. Donc j'ai ressenti une espèce d'empathie par rapport à tous ces gens qui étaient là. Et quand on est arrivé près de ce rocher, j'ai fait comme tout le monde, ce rocher où est apparue Marie, à Bernadette-Soubirous. J'ai prié. Mais je n'ai pas prié pour mon épaule, ça me semblait tellement dérisoire. J'ai prié pour tous ces gens qui étaient là et je voulais que tous ces gens guérissent. C'était vraiment une prière énorme. Et j'ai ressenti comme un frisson à ce moment-là. On est rentré chez moi, donc c'était une longue route, c'était la nuit, c'était tard, et quelques kilomètres avant d'arriver, j'ai ressenti comme si une main de géant prenait mon épaule, une chaleur sur mon épaule,
Et dans mon cœur de petit garçon, j'ai compris que j'étais en train de guérir. Et c'était la vérité, puisque le lendemain, je bougeais mon épaule dans tous les sens. Alors vous imaginez comme mes parents étaient heureux de ça. Ma grand-mère, alors, ils ont téléphoné, mais n'en parlons pas, vous imaginez dans quel état elle était. Mais le plus étonné de tous, quand même, ça a été le chirurgien, car quand il a pris ce cliché de mon épaule, il a dit, mais je comprends rien, on dirait qu'il s'est rien passé dans cette épaule, tout est redevenu normal. Alors comment ça fonctionne ? C'est le mystère de la conscience intuitive extra-normale, c'est le mystère de la guérison inexpliquée d'Eben Alexander, d'Anita Morjani. On a vraiment l'impression que quand on est connecté à cette conscience, eh bien, on a des améliorations cliniques que l'on peut constater. Vous entendrez tout à l'heure, je vous donnerai un certain nombre de témoignages oraux où on a aussi, lors de mes ateliers d'hypnose, ce genre d'amélioration clinique ressentie par les gens. Encore une fois, ce sont des vécus subjectifs. Je ne dis pas c'est la cour des miracles. Voilà. Il y a, vous savez, je suis un scientifique avant tout. Je fais des recherches sur le fonctionnement de la conscience, je ne fais aucun prosélytisme, je fais des expériences. J'essaye d'améliorer la situation pour que les gens soient mieux au moment de la mort de leurs proches, soient mieux au moment de leur propre mort, dans les soins palliatifs par exemple. On peut imaginer l'apaisement que peut susciter ces techniques. C'est tout. C'est uniquement ça. Alors, la CAC et la CIE. Comment devenir hyperconscient? Comment allumer sa CIE en dehors de l'arrêt cardiaque? C'est un petit peu le sujet de ce livre. Alors, il y a tout un tas de recettes. Vous savez que la CAC s'allume en permanence. On analyse en permanence, malheureusement. Et on censure les informations de notre conscience intuitive extra-normale. Pendant la nuit, on reçoit des informations, des prémonitions, on a des perceptions médiumniques. Et puis le matin, on se prend un grand coup de CAC. Tout est éteint. Tous les matins, ça arrive. Et on oublie tout. Tout ce qu'on a vécu pendant la nuit, toutes les informations qu'on a reçues, on les a oubliées. Donc on part, on va travailler, on analyse en permanence, les enfants amenés à l'école, enfin, on réfléchit tout le temps. Et même le soir, quand on rentre chez soi, on allume la télé, on analyse tout. Bon, après, on lit un livre, on va l'analyser, bien sûr, et puis jusqu'au moment où le sommeil arrive, on referme le livre et les paupières et on repart en CIE. Et malheureusement, voilà, le matin, pof, gros coup de CAC et ça recommence. Il y a quand même des moments dans la vie où on est en CIE. Et vous pouvez observer les gens. Si vous voyez une personne qui est immobile, qui a les yeux ouverts et le regard fixe, qui est comme ça. Elle est comme ça. Et tout de suite, elle est interrompue. Les enfants font souvent ça, ils sont souvent partis, ils sont en CIE. À quoi tu penses? T'es encore dans la lune? Mais non, maman, je pense à rien. Mais c'est vrai, il a raison, il pense à rien. Il est en mode réception. En CIE, il pense à rien. C'est même des sujets de dispute dans un couple. À quoi tu penses encore, ma chérie? À rien. Ah, c'est ça, tu veux pas me le dire, ouais, tu penses à rien. Ouais. Mais foutez-leur la paix aux gens qui sont en CIE. C'est tellement rare. Les occasions sont tellement rares. Et quand vous-même vous trouvez dans cet état de CIE, essayez de prolonger l'instant. Malheureusement, vous allez quitter cet espace de CIE qui vous fait devenir hyperconscient et votre CAC va balayer tout ce que vous avez reçu. Alors il y a aussi des techniques, certaines techniques que vous trouvez dans mon livre, mais je vous en donne quelques-unes. Le soir, avant de vous endormir, vous allez basculer dans le sommeil pendant une petite minute. Vous allez abaisser votre activité électrique corticale cérébrale de 21 Hz, elle va passer à 10, etc. Elle va baisser, jusqu'à vous retrouver presque dans un état hypnotique. Et puis ça bascule dans le sommeil. Et dans cet état-là, très court, vous pouvez être en CIE, vous allez être en CIE, essayez de prolonger. Je vais m'endormir, j'essaye de prolonger un petit peu. Et là, vous pouvez recevoir des informations. Certains voient défiler des visages, certains reçoivent des informations. Et là, vous avez accès à votre CIE. Vous pouvez aussi vous mettre en CIE dans une ambiance particulière, si vous êtes dans le calme, si vous regardez un paysage, un joli paysage,
Si vous êtes devant un mouvement répétitif, ça peut être par exemple des branches qui sont secouées par le vent avec un feuillage, ça peut être des vagues comme ça qui viennent et vous êtes au bord et vous voyez ce mouvement perpétuel là et ça vous emporte en CIE. Tout à l'heure, là, on pouvait s'emporter en CIE en écoutant cette musique. Là, j'étais presque en CIE à un moment donné, s'il n'y avait pas le trac de passer devant vous. Mais c'est vrai qu'il y a des circonstances qui favorisent cette connexion à la CIE. Vous pouvez aussi vous mettre devant une flamme de bougie. Flamme de bougie, vous fixez la bougie, à un moment donné, la flamme va osciller, elle va devenir floue, et là, vous allez partir en CIE parce que vous êtes tout à fait déconnecté au niveau de votre CAC. Alors l'idée de ces ateliers d'hypnose, c'est de se dire, c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort, parce que les expérienceurs, ils sont apaisés devant la mort. Ils sont soulagés par rapport à leur propre finitude, ils n'ont plus peur de mourir, et aussi ils sont soulagés par rapport aux douleurs du deuil. Je me suis dit, c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Est-ce que si on arrivait à mettre les gens en CIE par l'hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes avantages? Et en fait, les résultats que j'ai obtenus ont dépassé de loin tout ce que je pouvais espérer sur ces ateliers. Nous avons dépassé aujourd'hui 13 000 participants, ces ateliers. On a des statistiques. Je vous avais présenté lors du dernier colloque des diagrammes, des figures, des histogrammes statistiques montrant que c'est une technique quand même qui valait la peine d'être explorée. 67% des personnes pensent avoir des contacts avec des défunts, mais il n'y a pas que ça qui se produit. Il n'y a pas que ce contact avec des défunts, que c'est vécu subjectif, j'insiste bien, c'est vécu subjectif. Je ne fais pas de prosélytisme, ok? Bon. Il y a aussi ces connexions à la conscience universelle, il y a aussi des visions du futur. Maintenant, avec le recul que nous avons de 5 ans, on a certains futurs qui se sont validés. On a des personnes, une personne, par exemple, qui a rencontré dans son hypnose son futur compagnon, un homme qu'elle n'avait jamais vu. Donc l'information ne pouvait pas être stockée dans son cerveau. On dit l'hypnose, c'est la résurgence de souvenirs enfouis. Ben non, là, le souvenir n'existait pas. Donc elle a rencontré après cet homme, elle vit maintenant avec lui. Visualisation du futur, explication de certaines phobies, parce que des gens en TCH voient les circonstances de leur mort qui expliquent certaines de leurs phobies. Régression qui était connue et déjà exploitée par le neuropsychiatre américain Brian Weiss, qui soigne les gens de cette façon, en recherchant l'origine d'une névrose, d'une psychose, non pas dans un traumatisme d'une vie actuelle, c'est-à-dire de l'enfance, mais comme le faisait Freud, mais dans des vies antérieures. Donc on voit que cette TCH a vraiment aussi les mêmes potentiels que l'expérience de mort provisoire, avec aussi des sensations de guérison, des phénomènes de remote viewing, des gens qui se voient à distance, qui voient à distance ce qui se passe au moment où ils font ces ateliers d'hypnose. Alors donc, j'ai choisi de vous présenter ce matin, non pas des courbes et des statistiques, qui emmerdent tout le monde finalement, mais je crois que la TCH, c'est avant tout une expérience humaine, et vous savez que l'atelier se déroule de la façon suivante. On fait, je les mets en situation d'hypnose pendant à peu près 1h15, 1h30. À la suite de ça, après les avoir préparés, Marc Leval les prépare, Étienne Dupont aussi, enfin, c'est notre trio qui fonctionne. Hein. Je le dis toujours, il n'y a pas un qui soit plus important que l'autre, on est vraiment un trio, on fonctionne ensemble. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle le débriefing. Alors d'abord, ils remplissent mon document, là, avec des QCM, il y a des trucs à cocher pour mes statistiques, parce que j'espère un jour faire valider cette technique de TCH pour être reconnue comme une thérapie face aux douleurs du deuil et aussi
pourquoi pas une introduction dans les soins palliatifs quand on est face à sa propre finitude. Les statistiques sont encourageantes, mais ce qu'il y a de plus marquant, comme c'est une expérience humaine, c'est le débriefing que nous faisons après. Oui. La salle. D'accord. La salle de TCH, vous voyez, donc il y a ces fauteuils, il y a les masques et les casques pour être connectés avec la musique hypnotique et les suggestions que je leur donne donc, dans le casque. Et nous faisons ensuite donc ce débriefing, un débriefing oral, où les gens, en moins d'une minute, parce qu'il y a 40 personnes à chaque atelier, en moins d'une minute disent ce qu'ils ont ressenti, et ensuite ils peuvent m'écrire par mail pour dire leur ressenti. Donc je vais vous passer un certain nombre d'extraits, comme si vous assistiez à un débriefing. Alors on n'a pas pu tout mettre, parce qu'il y a aussi régression de vie antérieure, il y a aussi visualisation de séquences de l'enfance. Enfin, on a choisi, en fonction du sujet du colloque de cette journée, plutôt en axant les choses sur la guérison. Et d'abord, on peut se demander si l'expérience est similaire à celle de l'expérience de mort provisoire. Et la meilleure façon de se le demander, c'est d'interroger les gens qui ont connu ces expériences et qui ont fait des TCH. Et il y a 2 exemples comme ça qu'on va vous faire écouter. Premier extrait. Moi, j'ai une réponse à une question qui m'a taraudée toute ma vie. J'ai retrouvé un paysage que je connaissais. Voilà, je me suis retrouvée chez moi. Et là, c'est mon papa que j'ai retrouvé. Quand j'étais petite, à l'âge de 6 mois, j'ai été très malade. J'ai failli mourir, quoi. C'est mon papa qui m'a sauvé la vie. Et il m'a dit, je t'ai retiré la langue, tu t'étouffais. C'est là que tu as vu. Donc j'ai dû faire une EMI à l'âge de 6 mois. Et c'est resté... J'ai retrouvé un paysage que je connais très bien. Voilà. J'ai retrouvé un paysage que je connais très bien, c'est celui qu'elle avait connu dans son expérience de mort provisoire. Deuxième extrait. J'ai encore mon cerveau, je ne sais pas si je suis encore là ou pas là. Enfin, c'est compliqué à expliquer. J'ai du mal à digérer l'émotion que j'ai ressentie, le cœur qui s'est mis à se battre, le froid autour, là, et puis on m'a bougé le bras, et puis on m'a caressé les mains. C'est les cheveux qui... Enfin, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais ils se dressaient quand même un peu, quoi. C'était incroyable, ce froid-là. Ça m'a... Je pense que c'était ma mère, parce que j'ai vécu une expérience de mort imminente en 2009. Et suite à son contact, c'était exactement cette même sensation. C'est de l'amour, c'est extraordinaire, quoi. La TCH qui rassure aussi par rapport à la mort, et on voit là les débouchés que ça peut avoir dans les soins palliatifs. Extrait. Alors un grand merci pour moi. Il y aura avant la TCH, après la TCH. C'était l'expérience extraordinaire. J'ai eu beaucoup d'émotions. Il s'est passé beaucoup de choses. Je suis montée, j'ai vu des animaux. J'avais l'impression que c'était l'arche de Noé. C'était trop bizarre. Après, j'ai vu ma maman. J'ai vu René, c'est le mari d'une amie. Il m'a passé des messages pour elle. Et j'ai eu plein de choses. C'était très, très fort. J'ai eu beaucoup de flashbacks de ma vie, avec, je pense, des réponses à des questions. Et je suis montée tout en haut. Et j'avais l'impression d'être une particule. C'était très puissant. Et on m'a passé un message de dire que il ne faut pas avoir peur de la mort. On est accompagnés, ils sont toujours là. Et pour nous, ce sera pareil. Merci beaucoup. Beaucoup d'émotions lorsqu'on fait ces débriefings. Vous voyez, la voix est assez particulière et on ressent nous aussi chaque fois cette émotion. Extrait. J'avais pas mal d'attentes aussi parce que j'ai perdu ma grand-mère au mois de septembre et j'ai eu la chance qu'elle vienne me voir. J'ai pu voir aussi tous les chats qu'on avait eus chez moi, chez mes parents, pendant mon enfance et mon adolescence. Et c'est comme s'ils étaient restés sur moi, comme si je les sentais physiquement pendant le voyage. Donc très beau voyage. Et au moment de la lumière divine, c'était très très beau. Et je me suis dit, tiens, ça fait ça de mourir. En fait, c'est plutôt chouette. Donc voilà, rassurée par rapport à ça. Il y a beaucoup question d'amour. Et Ben Alexander
ne me contredira pas sur ce point. L'amour est très présent, l'amour inconditionnel dans l'expérience. C'est également le cas en TCH. Extrait. J'ai été accueillie par une farandole qui m'a passé un message en me disant « danse avec la vie ». Et à la fin, j'ai reçu dans mon cœur de l'amour. C'était tellement d'amour que ça débordait. Et puis, il y a plein de personnages qui sont venus, qui se sont présentés, que je connaissais ou que je connaissais pas, et des liens qui se sont faits comme ça. C'était juste magnifique. Encore un grand merci. L'amour peut être exprimé de différentes façons, plus ou moins triviales. Extrait. J'ai pu ressentir vraiment le contact avec ma grand-mère maternelle, sentir sa main dans ma main, son odeur, la manière de s'exprimer, une ambiance. C'était très agréable, comme si elle était là alors que ça fait 20 ans qu'elle est décédée, donc c'était très émouvant. Et à un point d'orgue aussi pendant cette TCH, j'ai eu le sentiment quand on est monté vraiment très haut, voilà, d'être face à un être de lumière, enfin quelqu'un d'une très très grande prestance, et de ressentir l'amour inconditionnel. Et là, j'ai vécu un peu une expérience de test. J'ai dû, moi, faire un acte d'amour inconditionnel face à une personne, un agresseur de mon enfance, et il a vraiment fallu que je dépasse, et je pense que j'ai reconnecté vraiment avec l'amour que j'avais peut-être perdu dans l'insouciance de l'enfance. Donc voilà, vraiment je me sens très apaisé, même si j'ai beaucoup d'émotions et voilà. Encore l'amour et toujours l'amour, extrait. J'ai senti aussitôt sur mon côté droit une main qui me tenait au niveau de ma main et puis sur mon visage. Et puis après, j'étais toujours bercée par votre voix. Et lorsque vous avez parlé de la mer, je me suis sentie projetée dans un champ immense. Et là, j'ai eu ma fille. Elle était magnifique, merveilleuse. Elle était toute dorée, toute lumineuse. Et j'avais l'impression que je faisais qu'un avec elle. Je tournoyais et on était unis toutes les deux. Et j'entendais sa voix, sa gorge et tout. Et elle s'approchait de moi et on était unis toutes les deux et c'était magnifique. Et là, je ressentais plus de peur, plus rien, que de l'amour. Et elle me faisait comprendre que même notre pire ennemi, on était tous frères et que c'était que de l'amour sur la terre. Et qu'il fallait aimer. L'amour et le reste, c'est du pipeau. Extrait. Je suis parti assez rapidement. Je suis arrivé au banc et là, ma grande surprise, j'ai rencontré mon papa qui m'a dit de toute façon, il n'y a que l'amour et rien que l'amour, le reste, c'est tout du pipeau. Puis un moment après est arrivée derrière lui ma mère avec laquelle j'avais eu quelques difficultés. Puis elle m'a dit, alors je lui ai demandé pardon. Puis elle m'a dit, c'est pas grave, lâche tout ce qui est matériel, il n'y a que l'amour qui compte. De l'autre côté, on évolue d'une certaine façon et en TCH, on en a une preuve. Extrait. Bonjour, moi c'est ma première TCH. J'ai vécu beaucoup de choses alors que je m'y attendais pas. Excusez-moi. J'ai vu mon petit frère qui est décédé alors que nous étions enfants. Je m'attendais pas à le voir. Et il était devenu adulte. Il m'a pris la main et il m'a invité à courir avec lui. Excusez-moi. J'ai ressenti de façon extraordinaire l'amour inconditionnel, aussi bien dans la pensée que dans le cœur, que dans tout mon corps. Et pour résumer cette TCH, je dirais un état de grâce. Voilà, tout simplement. On reçoit aussi des messages pour la Terre. Extrait. J'ai vu beaucoup de monde, des gens que je n'ai pas connus, de ma famille, qui sont revenus avec des messages très forts, que je ne m'y attendais pas, j'attendais à voir personne en fait. Et puis j'ai vu plein d'esprits que je ne connais pas, qui se sont présentés à moi, donc sans parler, mais c'était assez fort. Et puis après je suis partie plus loin, ailleurs. Et puis j'ai un message universel. J'ai entendu plusieurs fois des messages à propos de la Terre.
apaiser la Terre, apaiser l'humanité, et la Terre est en train de muter. Certains scientifiques ont participé à ces ateliers. Extrait. Oui, bonjour. Moi, j'ai plutôt je suis scientifique, mais là, j'ai vécu quelque chose de monumental. Excusez-moi, je ne vais pas y arriver. Il y arrive finalement. Des médecins également, extrait. C'est ma deuxième TCH. Et là, je me suis laissée beaucoup plus porter que la première. De toute manière, j'avais en tête de dire je suis médecin et il va voir que même si on est médecin, on peut lâcher son mental. Et du coup, j'ai vraiment volé. Mais il faut savoir que dès le début, qu'on a commencé à plonger, j'ai entendu une phrase, tu travailles trop. Et puis j'ai vu par rapport à quelqu'un qui est décédé que je voulais une réponse la dernière TCH. Là, je l'ai eu, je voulais savoir s'il allait bien, comme il s'était suicidé, et j'ai vu son sourire. Et donc voilà, ça m'a rassurée. À un moment donné, j'ai senti qu'on me faisait un soin, qu'on me ballottait, que bah oui, comme je travaille trop, on était en train de me faire du bien. À un moment donné, je sentais un truc au niveau du cœur. Je me dis, qu'est-ce qu'ils me font là? Il y a un truc. Après, j'ai fait le lien avec le symposium de Toulouse où Thierry Janssen parlait de l'ouverture du cœur et je me disais, oula, il n'est pas facile à ouvrir celui-là. Ben là, ils y sont allés à la perceuse. Et après, quand j'ai été au moment du truc divin, j'ai eu le message, et ben maintenant, la dernière fois, c'était tu sais, là, c'était vois, maintenant, vois. Et là, j'ai eu une grande lumière, un grand truc qui est rentré dans le cœur. Un autre médecin, extrait. Ce serait trop long que je décrive tout ce que j'ai ressenti. Je le ferai par mail. La chose la plus importante est peut-être le message d'urgence que de faire passer l'amour en priorité dans notre vie. C'est ce qui s'est mis en place pour moi dans les 2 années qui ont suivi la précédente expérience à Paris. Et je peux dire, quand on écoute leur message, tout se met en place très très vite et avec une précision d'une horloge suisse, je dirais. Donc j'expliquerai tout ce qui s'est mis en place. Voilà. Merci infiniment. Je suis médecin et je fais un chemin dans ce sens-là. En travaillant maintenant ouvertement avec des médiums, ce que je ne faisais pas avant, et des personnes qui travaillent sur le spirituel. On dit souvent qu'il y a l'avant, le pendant et l'après TCH. Voilà un exemple d'après TCH. Extrait. Alors moi, c'est pas évident parce que c'est ma deuxième, donc je compare et voilà. On m'a limite forcée à venir la première fois. Et donc j'étais vraiment partie sceptique et j'ai vraiment vécu ça au départ comme un jeu. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas eu le contact, je veux juste dire que c'est très lourd à gérer le premier soir. Et qu'il y a des choses effectivement qui se déclenchent. Et j'avais reçu un message de mon mari le lendemain. Ça a été le début, par contre, de beaucoup de choses. C'était voilà. Et enfin, je voulais vraiment vous remercier parce qu'il y a quand même un soutien derrière tout ça et voilà. Après TCH encore, extrait. C'est ma deuxième TCH. J'avais fait la première à Pau. Bayonne. À Bayonne, excuse-moi. Il s'était pas trop rien passé, mais alors après, je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses. Ici, là, aujourd'hui, c'était beau parce que j'ai perdu ma mère en juin 2017 d'un cancer des ovaires. Et elle a été longtemps en soins palliatifs et j'ai passé une semaine, nuit et jour avec elle. La dernière fois que je l'ai tenue dans mes bras, c'était épouvantable. Elle est morte 3 jours après. Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu la grande chance de l'avoir dans mes bras. C'était très très doux. Il y avait aussi mon collègue Elliot qui était là. On était tous les 3 et on s'est tenus, on s'est mélangés. Vraiment, c'était très très doux. Merci beaucoup. Après TCH, encore extrait. Bon, moi j'ai beaucoup voyagé et j'ai rencontré peu de défunts par rapport à la dernière fois. Donc la dernière fois c'était vendredi. Je suis venue vendredi soir. Et vendredi soir j'ai rencontré ma grand-mère paternelle
qui me faisait part de sa tristesse, qui trouvait que la famille n'était pas assez en lien, la famille qui reste. Et samedi matin, à 9h30, mon téléphone sonnait, et c'était ma tante, donc sa fille aînée, qui m'appelait. Ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas pris de nouvelles. Voilà, donc je voulais le partager, parce que dans les synchronicités... Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites et toutes ces consciences que vous apaisez, en tout cas la mienne. On a aussi des visions du futur. Extrait. Pour ma part, ça a été un magnifique voyage. Alors j'attendais beaucoup de choses de cette journée, oui. Parce que je viens de perdre ma petite sœur, enfin, au mois d'août. C'est très, 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 très difficile. J'ai beaucoup de difficultés. Et là, je l'ai vue à nouveau sur son lit quand elle est partie. Et elle m'a dit, tu sais bien que c'est pas moi, là. C'est juste une enveloppe. Moi, je suis déjà partie et je vais bien. Donc voilà, je m'accroche à ça. Sinon, j'ai eu la chance de voir mon papa qui m'a dit je t'aime très 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 fort. Mais c'est vrai que je suis venue pour rencontrer ma sœur parce que j'ai beaucoup de difficultés quoi, à la laisser partir et elle me manque. Voilà, sinon un petit peu plus loin, j'ai eu la chance que quelqu'un m'a dit tu vas bientôt être grand-mère. Bon. Ah. Alors je suis contente, très contente. Voilà, sinon, merci. Merci, monsieur Charbonnier, pour tout ce que vous faites. Alors, dans son futur, elle s'est vue grand-mère, et cette dame est revenue faire une TCH, et elle nous donne au débriefing la suite de l'histoire. Extrait. Je voulais simplement donner mon expérience sur la précédente TCH que j'ai faite le 17 mars, où là, on m'a dit que j'allais être grand-mère. Ouais, bon, pourquoi pas. J'ai des jumelles de 31 ans. Et j'ai appris quelques jours plus tard qu'elles étaient enceintes toutes les deux au même moment, une du 16 mars et l'autre extraordinaire du 17 mars, le jour où on m'a dit que j'allais être grand-mère. Alors, on peut me dire ce qu'on veut, mais ça, si c'est pas un don du ciel, le gynéco qui s'occupe de l'une de mes jumelles, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes, a dit, mais c'est juste incroyable, tout au long de ma carrière, bon, c'est un monsieur qui a 60 ans passé, je n'ai jamais vu ça, c'est un vrai don du ciel. Il n'est pas du tout dans la même religion que nous, il est dans une autre, peu importe, enfin que moi, peu importe, et il a dit, c'est vraiment un don du ciel. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette chose qui, encore aujourd'hui, reste pour moi, je sais pas les mots, c'est ouf, waouh, voilà. On reçoit des soins. Dans cette dernière partie, je vais vous proposer les soins qui sont reçus en TCH. Extrait. J'ai eu beaucoup d'émotions, en fait. J'ai les larmes qui sont montées quasiment tout du long. J'ai eu très froid aussi. Et j'ai pu poser ma tête sur l'épaule de mon papa. J'avais l'impression d'être seule et en même temps de recevoir plein d'amour en fait. C'est paradoxal. C'était très fort et j'ai l'impression de ressentir encore quoi, les palpitations, voilà, beaucoup de et un soin aussi, la lumière blanche, comme un bain de soin en fait. Voilà, beaucoup d'émotions. Guérison lors des TCH, extrait. Moi, j'étais très content je suis très content de ma journée. J'ai l'impression d'avoir eu une guérison totale. Voilà. C'est comme si ça avait été la synthèse de tout ce que j'avais pu expérimenter pendant 25 ans. Extrait. J'ai eu comme un vent de sable, une énergie, une boule d'énergie qui est arrivée dans ma pensée, qui m'a dit « Ne t'en fais pas Evelyne, ne t'en fais pas François, ne t'en fais pas Yann, je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Et puis tout d'un coup, moi j'ai eu un orgasme, enfin je décris comme ça, un orgasme d'émotion qui est sorti de ma tête, donc je me suis laissée aller à pleurer. Et comment je vais dire, j'étais émerveillée, quoi. Émerveillée, j'avais jamais ressenti ça et je me suis dit c'est vraiment génial. Et puis après, j'ai continué à suivre votre description et puis
J'avais une douleur de cervicale là, qui était là présente depuis quelques jours. Et là, vous voyez, j'ai plus rien. Donc je suis aussi super contente. Encore guérison, TCH, extrait. Je suis arrivé, j'avais mal de tête. Je n'ai plus mal à la tête. Et je ne me souviens plus du tout de ce qui s'est passé. Guérison et TCH, extrait. C'est ma deuxième TCH et ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai vécu la dernière fois. Rapidement, j'avais vécu une sorte de nettoyage ou de quelque chose comme ça. J'avais eu les mains qui avaient brûlé fortement. Et je me suis souvenu il y a 2 ou 3 jours d'un fait qui était juste fondamental. C'est que lors de la dernière TCH, en fait, j'avais une angine carabinée. Ça m'a stressé parce que c'était ma première TCH et je me suis dit je vais pas pouvoir faire une TCH avec une douleur pareille. Donc j'ai pris du citron, des médicaments et tout. Et le jour de la TCH, c'était un dimanche. Juste avant de partir, je regarde ma gorge avec une lampe de poche et ma gorge c'était Tchernobyl. Et après la TCH et après cette expérience de main, j'avais plus de douleur à la gorge. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai pris une lampe, j'ai regardé ma gorge et il n'y avait plus rien. Ceci dit, c'est peut-être aussi les médicaments. Hein. Il faut être objectif. Encore extrait de guérison et TCH, le dernier. Entre la TCH de Toulouse et celle-ci, je pense que ça c'est important pour vous. J'ai la maladie de Lyme et donc j'avais des douleurs fibromyalgiques tout le temps, plus ou moins. Et depuis Toulouse, il n'y a plus rien. Et enfin le dernier, guérison, oubliez les croyances et on arrête. À un certain moment, il y avait, comme je ne sais pas, un guide qui m'amenait à un lieu de guérison où tout était possible, rien n'était figé et il y avait seulement du mouvement. C'était très abstrait, mais une invitation à laisser toutes les croyances, tous nos schémas, que ce soit les chakras, que ce soit le cordon d'argent. C'est comme si la guérison peut intervenir quand on lâchera toutes nos croyances, que ce soit par rapport au corps, par rapport à notre fonctionnement, au fonctionnement de l'univers. Voilà. Évidemment, nous avons des heures et des heures d'enregistrement, puisqu'on enregistre tous les débriefings. Vous voyez le panel et l'autoroute de connaissances que nous ouvre cette TCH. Il y a un message à retenir aussi, beaucoup. J'espère qu'au moins vous retiendrez ça. Si vous voyez quelqu'un qui a les yeux fixes et le regard fixe, immobile, foutez-lui la paix. Il est branché en CIE. Je voulais aussi vous signaler que demain, il y aura le film de Pierre Bernard Ayas, Thanatos, en avant-première. 2 avant-premières, c'est déjà complet, mais ce film va circuler à partir du 30 octobre dans toutes les villes de France. Et j'espère que vous regarderez ce film parce qu'il donne une belle ouverture sur les états de conscience modifiés, la conscience intuitive extraneuronale, la transcommunication hypnotique, la conscience analytique cérébrale et les expériences de mort provisoire. Je vous remercie beaucoup.